Argenteuil. Attends, filou, hein. C'est comme ça que je parle, hein. Mais il faut T'es que je change un Argenteuil. Ouais, ça devrait aller. Ça va? On est un petit peu dans l'ombre quand même, mais bon, c'est Ouais. comme ça. Je te laisse un peu de. Alors tu... On était à, oui, à Argenteuil, Argenteuil. les jeunes. Oui. Alors, voilà, avec les jeunes. Alors ces jeunes, c'est un peu, bon, je ne sais pas si le mot s'adapte, ils sont un peu acculturés, tu vois. Non, ils n'avaient ni, Ouais. ni leur culture familiale, si j'ose dire, ni la culture sociale de la société française. Ils ont un peu perdu, paumé dans cette confusion de leur identité. Ils avaient, et comme je disais tout à l'heure, on leur avait raconté que les Arabes sont arrivés jusqu'à Poitiers, dans leur tête, ils sont arrivés jusqu'à Paris, à Argenteuil. Oui, mais bon, on a quand même on a travaillé 3 ans sur cette jeunesse. Il y en a qui ont compris plein de choses, qui s'en sortent, enfin, qui ont pu quand même au moins comprendre un peu leur environnement, se rendre compte des moyens qu'ils ont, et dès qu'ils ont trouvé un climat favorable, un environnement favorable, ils ont pu en profiter et s'en sortir. Voilà, je ne sais pas de quoi on peut encore parler. Après, comment t'es arrivé à Nantes? Ah, ouais, c'est de là. Voilà, alors, quand j'ai arrêté ce contrat, là, Argenteuil, on a commencé à se poser la question parce que après, je sais pas, 15 ou 16 ans à Paris, qui est une très belle ville, mais une ville très difficile, malgré tout, très dure à vivre, surtout pour une certaine couche sociale. On a dit de sortir un peu de Paris, on est allé à Argenteuil, et une fois que j'ai fini mon contrat, on a commencé à se dire que ce serait pas mal de changer un peu de... Parce que bon, Argenteuil, c'était une commune communiste, mais bon, c'est une banlieue quand même, ça reste une banlieue marquée avec c'est pas cette rigidité de ville, et il y avait vraiment un manque de vie. C'était une ville qui n'avait pas d'âme, malheureusement. Tu vois, c'est vraiment les tours et du goudron et les dalles. C'est un peu la... Ce qui fait, bon, j'ai eu un premier enfant, enfin, avec Nathalie là-bas. On a commencé à chercher, et comme Nathalie a fait ses études universitaires ici à Nantes, on s'est dit pourquoi ne pas revenir à Nantes, s'approcher un peu de la mer, et dans une petite ville qui a l'air sympa, maîtrisable, si je veux dire. Ben, il a fait sa demande, et il a eu Roger. Une chance. Là, on est dans l'appartement de fonction qui, bon, agréable. C'est vrai, les enfants sont bien, nous aussi. Hein, on est, bon, on est proche un peu de tout. Hein, c'est vrai que à Nantes, la mer, toute la côte atlantique. Et bon, c'est d'ailleurs ce retour de Nathalie, le retour un peu à ses origines, parce qu'il n'habite pas loin, il est
Vendéenne, ses parents sont dans la Vendée à 70 km. Il a fait ses études ici, comme j'ai dit. M'a permis de te retrouver. Toi que j'ai perdu 10 ans de disparition, on a disparu de nature. C'était je crois une belle journée de printemps, oui, sur le marché de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Oui. C'est vrai que notre histoire aussi, il est un peu spécifique, si j'ose dire. Tu arrives en France, tu te rencontres, on a sympathisé très vite. C'est fou, j'avais l'impression comme si c'était un ancien ami, alors qu'il y en a 10 ans ou 13 ans de différence d'âge. On est deux générations différentes. Point de vue. Mais Driss, c'était ça, c'était un ami, tu vois, que j'ai pas vu depuis 10 ans, je le retrouve comme si je ne l'ai jamais quitté. On disparaît encore, on ne se voit pas 3 mois, 6 mois, même plus, des fois on se retrouve comme si vraiment ce temps n'a rien abîmé, n'a rien entamé, c'est quand même... mais en fait c'est un peu comme ça que je suis avec tous mes amis, tous les gens que je sens, que j'aime et que je considère aussi, parce que toi aussi tu as une trajectoire quand même extraordinaire. Hein. C'est vrai que... Bon, j'apprécie beaucoup des gens comme toi qui sont battus quand même malgré les obstacles et les difficultés, les souffrances, et qui arrivent à s'en sortir quand même, à s'exprimer, à dire ce qu'ils ont sur le cœur et dans la tête. C'est très important pour moi, parce que moi aussi j'ai toujours besoin de ça. J'aurai toujours besoin de dire, de parler, de m'exprimer, d'exister. On n'existe pas sans parole, on n'existe pas sans mots, on n'existe pas sans pensée, si j'ose dire. Et alors, depuis j'ai vu ta pièce de théâtre, Retour, qui m'a marqué. Déjà le nom, le Retour, c'est une pièce qui... Quand je l'ai vue, j'étais dedans, j'étais dans la pièce. Tu vois, on n'a jamais discuté de ça, mais c'est vrai que j'étais dans la pièce, j'étais dans cet exil qui a envie de retourner chez lui, tu vois, et qui a envie de retourner même à l'autre exil, en fait, à ce pays merveilleux qui est le nôtre, mais qui est dur, difficile, qui est, en même temps que tu aimes, et en même temps tu veux qu'il change, tu veux qu'il se transforme, tu veux qu'il soit autre chose, tu vois. Il y a un peu de lumière, un peu de gaieté, un peu de bonheur dans ce pays. Oui, c'est vrai, c'est une pièce que j'ai beaucoup aimée. J'ai vu aussi l'autre. Absence. À Paris. Oui, absence. Absence, oui. Absence. C'était une période. Oui, bah, qui continue quand même. Qui continue. Comme je continue moi aussi. Toi aussi, comme on continue. Il y avait des périodes, mais bon, il faut absolument les continuer. Je ne peux pas vivre une période et hop, tu construis un mur entre toi et cette période, cette expérience. Tu te dis, oh, bah, tout ce qui est vécu, c'est mauvais, c'est pas bien, c'était des erreurs, et que tu... Non, c'est une continuation perpétuelle. Hein. Enfin, en ce qui me concerne, d'ailleurs, je peux pas... c'est impossible, c'est inimaginable de couper avec cette partie de moi-même. J'ai l'impression que cette expérience, cette histoire, c'est elle qui me pousse d'ailleurs. Alors tu peux pas... Si tu coupes avec elle, tu vas plus avancer. Ça y est, c'est elle qui me pousse à continuer à vivre, à espérer, à aimer la vie, à aimer les gens, à vouloir
participer à mon degré pour que le bonheur soit là, pour que les gens soient libres, soient épanouis et voilà. Et là, j'ai encore lu ton dernier texte qu'on va discuter ensemble. J'aime bien des passages qui sont très forts, tu vois. Et c'est vrai que ce que j'apprécie aussi en toi, c'est cette modestie, tu vois. Cette modestie d'être. Tu fais ce que tu fais avec un acharnement, si j'ose dire, tu vois, avec une volonté, mais avec ton rythme, tu vois, en respectant un peu le rythme de ta tête, de ton cœur, de ton corps, de ta vie, tu vois, et tu avances, mais c'est formidable, je crois, ouais. Bon, et en même temps, bon, alors là, depuis, bon, je m'occupe de télétravail. Tu fais du théâtre aussi. Oui, je fais du théâtre avec une troupe de vache à roulettes, comme on dit, qui avance elle aussi, c'est un petit groupe assez sympa. Et ça me permet aussi de sortir un peu toujours de ma coquille enfin, ça, Ouais. oui, j'évolue un peu dans ce milieu, dans cette activité où ça me plaît, ça me plaît. On fait des choses sympas, on s'amuse aussi, on s'éclate, on joue, Tu sais, moi j'avais vu Ismaël, il avait, je sais pas quel âge, tout petit. Après, moi je voyais pas Aziz et j'ai vu dans le cahier, je crois. Moi j'ai tout de suite fait la rapprochement, dit non. C'était incroyable. Et c'est après, longtemps après qu'il est devenu chanteur. Oui, oui, oui. Il a joué en particulier joué dans un film de Jacques Doyon, Ouais, qui voilà. s'appelle Le Jeune Werther, qui a eu le prix L'interprétation. oui, d'interprétation. Il n'y avait pas le prix Louis de Luc aussi? Hein? Il n'y a pas eu le prix Louis de Luc, Non, le Jeune ce film Werther? a eu le prix de Berlin. Festival de Berlin. J'ai la fiche là. Alors, il a continué un peu, mais après, il m'a raconté que ce milieu ne se sentait pas à l'aise. C'était pas son milieu, ce qui fait que tout de suite après, il a changé, il a commencé un peu à écrire des chansons, à composer, à interpréter ses chansons, et maintenant il chante, c'est un chanteur. Il va bientôt sortir son CD, il a fait pas mal de CD, il a des compiles, il a tourné un peu en France, en Allemagne, il est en Belgique, il est allé en Afrique, il est allé en Amérique du Sud et en particulier le pays de Bob Marley, comment il s'appelle l'île de Bob Marley là? En Jamaïque? Jamaïque, voilà. En Jamaïque. Et ça va, il évolue bien dans son milieu, il est content de lui. Alors oui, quand il avait quoi, 3-4 ans. Oui. 3-4 ans, maintenant c'est un très grand garçon. Il a 27 ans maintenant. Et bon, il vient nous voir, on va les voir aussi à Paris. C'est un garçon qui, malgré quelques passages un peu difficiles, il
qui a compris plein de choses, tu vois, un peu de mon histoire, mon histoire avec lui, avec sa maman, qui, comme je t'avais dit, c'est elle qui m'a vraiment m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup soutenu pendant des moments difficiles. Et il a effrayé un chemin, ou frayé plutôt, qui lui a permis quand même d'évoluer, de s'épanouir, bon, le chemin enfin, la voie de la création et de l'art, c'est bien. Il fait des choses qui sont très, très sympas, que j'apprécie beaucoup aussi. C'est clair, qu'il écrit, ce qu'il chante, c'est pas les chansons de variété ou sur l'amour, la vie, etc. Mais c'est assez engagé quand même, assez net. Tu vois, voilà. Et bon, alors Ilias, il fait lui aussi du théâtre, il fait de la musique, il fait du sport, il fait un peu de tennis. Yanis le petit, il commence un peu, mais bon, il a encore le temps, il a encore 5 ans, il va choisir après ce qu'il a envie de faire. Et ça aussi, il évolue bien, ils sont bien épanouis, bien vivants. Bon, là, les 2 années qu'on a vécues ensemble au Maroc, ça les a marqués. Il va falloir vous allez voir, ils vont dire eux-mêmes ce qu'ils en pensent. Mais ils ont gardé quand même un souvenir assez clair, assez net par rapport à ma famille, à mon histoire, à le pays dans lequel j'ai vécu cette histoire qu'ils connaissent bien. Tu vois, tous les deux on parle de ça comme quelque chose bon, de réel. Je crois qu'ils font malgré tout la part des choses entre un peu ce qui est imaginaire ou un peu et cette histoire, quand ils parlent de moi ou de Saïda par exemple, ils savent de quoi ils parlent. Tu vois, ils ont dépassé cette étape où tout est mélangé. Il y a un moment où la réalité et l'imaginaire étaient un peu mélangés. Ils ne savaient pas si c'était réel ou un peu comme des histoires de mythologie, si j'ose dire. Maintenant, ils font la part des choses et c'est bien pour moi aussi parce que ça me rassure un peu. Je me dis, c'est des enfants qui ont compris. C'est des choses qui les frustrent plus. C'est plus une histoire frustrante pour eux. Tu vois, Ouais, donc tu leur parles normalement de tout ça. voilà, tout à fait. Je leur explique ce qu'ils veulent comprendre. J'essaie d'être un peu à leur hauteur, si j'ose dire, ou au niveau de leur demande. J'essaie de leur dire les choses un peu avec les mots qu'ils peuvent comprendre et aussi avec des mots simples, clairs. Voilà, bon ben Nathalie, vous l'avez vu, vous avez vu de quelle patte elle est, c'est une femme formidable, d'une pêche extraordinaire, tu vois, un esprit critique toujours vigilant, tu vois, elle ne laisse jamais passer des choses pas claires, que ce soit entre nous, tu vois, même avec moi, on s'aime, on se comprend et comment on dit, oui, tu vois, mais bon, on reste égaux, si tu veux. On est toujours égaux, tu vois, je suis égal à elle et elle est égale à moi. Et les enfants apprécient beaucoup ça, tu vois, quand ils ont des parents qui vivent un peu dans l'égalité, tu vois, dans un esprit démocratique ou aussi, bon, ils se sentent qu'ils sont considérés comme des êtres humains à part entière, c'est des enfants, mais bon,
ils ont leur mot à dire, ils s'épanouissent normalement, il n'y a aucun obstacle, tu vois, qui les empêche de, moi à ce niveau-là, au niveau de cette petite cellule qui s'appelle la famille. Ouais. Et si tu n'as pas gardé beaucoup de contact avec des Marocains? Alors si, quand je suis arrivé ici à Nantes, bon, j'ai peut-être pas parlé un peu de Paris, mais peut-être qu'on reviendra, parce qu'à Paris, depuis que je suis arrivé, j'ai continué à militer, j'ai participé à la création de pas mal d'associations, entre autres, j'étais membre fondateur de l'Association de défense des droits de l'homme et des libertés démocratiques dans le monde arabe, l'ASDOM, l'Association de défense des droits de l'homme au Maroc. Quand je suis arrivé ici, on a créé une association qui s'appelle Mouchma, Trace, qui a fonctionné pendant 2 ans. Bon, moi je suis parti au Maroc et à mon retour, bon, malheureusement, bon, l'association n'a pas continué, si tu veux, n'a pas. Bon, c'est vrai que j'ai envie, c'est pas de participer à quelque chose qui m'aide à évoluer, à se développer, qui m'apporte quelque chose, tu vois, j'ai plus envie d'être dans un milieu, une structure qui m'apporte rien et à qui aussi je n'apporte rien, tu vois, c'est... Bon, mais bon, je suis resté en contact avec quelques Marocains ici, mais un peu en retraite quand même. Bon, j'ai beaucoup diminué un peu au niveau de mes activités, de mes participations, que ce soit. Mais je suis toujours prêt à participer à tout ce qui peut, bon, tout ce qui peut avancer et me faire avancer, tu vois. Mais bon, j'ai plus cette envie, tu vois, c'est pas de passer du temps pour passer du temps, si tu veux, d'être quelque part pour être dans ce lieu ou cet espace. J'ai envie, chaque fois que je fais quelque chose, j'ai envie de la faire entièrement, tu vois, pleinement, et d'en profiter, de faire profiter les autres, tu vois, que l'inverse. Et j'ai l'impression que c'est la communauté marocaine ici, ou au moins ce groupe avec lequel j'ai créé cette association, c'est pas, commence un peu c'est pas, peut-être que je porte un jugement qui n'est pas juste, qui n'est pas objectif, mais c'est des gens qui ne sais pas, j'ai l'impression comme s'ils n'ont plus envie de faire l'effort tu vois, d'effort de création, de sensibilisation, de mobilisation, d'effort de travailler en groupe. Tu vois, c'est pas. Comment tu passes tes journées maintenant? Alors ma journée, je peux la résumer très vite. Tu vois, bon, des fois je me réveille, enfin assez souvent je me réveille quand même tôt. Je suis allé tôt, 6h, 6h30 du matin, alors une petite heure de travail tout seul, tu vois, où je lis, où j'essaie d'écrire un peu. Je prépare un petit déj à mes enfants et à ma femme. Bon, je les amène à l'école et je reviens, alors bon, il faut bien sûr manger un peu la maison, nettoyer, s'il y a des choses à repasser, et je prépare à manger pour le midi, je vais chercher mes enfants, ils mangent, ils retournent à l'école, je fais une petite sieste, j'ai toujours besoin d'une petite demi-heure, 3/4 d'heure de petite pause, et bon, je lis, ou j'écris, ou je m'évade. Tu vois, je contemple un peu le monde, un peu mon expérience aussi. J'essaie toujours de tirer les leçons de ce que j'ai vécu, parce que c'est tellement riche et fort que j'ai pas encore fini de
tirer le maximum de cette expérience. Des erreurs que j'ai fait, qu'on a fait, mais surtout des avancées qu'on a pu réaliser dans notre lutte pour la liberté et la démocratie. Et je lis un peu la poésie, des essais, des romans. Chaque fois que je sens qu'un livre va peut-être me prendre, comme on dit, me saisir, je m'enfonce. Mais ça m'arrive rarement, je trouve rarement les livres qui peuvent, une fois lus, j'ai toujours envie de, bon, par exemple, pour la lecture ou le cinéma, j'ai envie de quelque chose qui me secoue, qui me fait vibrer, tu vois. J'ai pas envie de lire pour lire, ou je sais pas, moi, aller voir un film pour aller voir un film. C'est rare que je vais au cinéma, mais quand je sens, ou j'apprends, ou je sais que c'est un film qui vaut vraiment le coup, je vais le voir, tu vois. J'aime bien les choses qui me marquent, quoi, qui laissent leurs traces dans ma mémoire, dans mon esprit, tu vois. Et voilà, bon, on sort marcher un peu, se balader, on va au bord de la mer, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est le parc de Nathalie. Tu vas à la pêche toujours? De moins en moins, surtout là, avec le temps, mais avec Elias et Anis, oui, une fois, Elias a pêché pour la première fois, ça lui a pêché 5 ou 6 poissons, tu vois, c'est vraiment il était ravi, il était heureux, tu vois, Yanis aussi, il a sa petite canne à pêche qui danse un peu, mais il n'a pas encore attrapé le poisson. Mais ça va pas tarder. Mais... Ce qui fait quand il fait beau, surtout en été, on va pêcher au bord de la mer ou dans des petites rivières. Ouais. Voilà, alors bon, bien sûr, il y a aussi les week-ends où je vis avec mes enfants, tu vois, on sort, on joue au foot, on court, on se bagarre, on vit. On vit ouais. Oui, voilà, c'est un peu. Bon, alors, ce qui fait la journée, c'est ça. Je consacre Beaucoup de temps pas mal de temps quand même pour avec les enfants et ma femme. Je vais assez souvent au Maroc, 4-5 fois par an. J'ai besoin de tous les 3-4 mois d'aller faire un petit tour là-bas, voir la famille, les camarades, reprendre un peu contact avec la réalité de ce pays. Ouais. Et voilà, j'essaie de faire la cuisine assez souvent pour. D'ailleurs, c'est l'une des choses qui m'a vraiment soutenu et m'a aidé à supporter un peu l'exil et c'est un peu, enfin, c'est pas, c'est mon mode de vie, tu vois, ma façon de vivre ici. Je fais beaucoup de cuisine marocaine, j'essaie d'être dans une ambiance, tu vois, un peu marocaine, avec un peu la culture marocaine, l'art marocain, tu vois, et bon, les enfants aussi apprécient beaucoup la cuisine, tu vois, marocaine, ils adorent le couscous, ils aiment le petit tagine, tu vois, avec plein d'épices, un peu diversifié, tu vois, ça change un peu. Ouais. Et bon, j'ai vu aussi avec des projets, tu vois, qui mijotent encore dans ma tête, et que de temps en temps, quand j'ai des choses à mettre
ce qui fait que c'est vrai que c'est pas un cadre qui est agréable, tu vois. Bon, l'environnement, le côté, si tu veux, un peu calme et cool de cette région, tu vois, de cette ville, ça m'apaise un peu. J'avais besoin un peu de ça, c'est vrai que. T'arrives à Marrakech, c'est Ah oui, oui. Ah, oui, c'est le grand bruit. Oui, oui, c'est bruyant. C'est vrai que c'est très, très bruyant là-bas. Tu vois, tout le monde klaxonne, tout le monde crie. Tu vois, c'est le bruit d'ailleurs de tous les bruits des petits charrettes avec les ânes. Tu vois, les voitures, n'en parlons pas. Tu vois, c'est des missions aussi. C'est une ville qui est très polluée. Tu vois, c'est tout le parc de voitures et de bus et grands camions, c'est la pollution totale, c'est suffocant des fois, c'est surtout l'été. Et le bruit, c'est vrai, tout résonne là-bas. Ouais. Tout résonne. Chez mes parents, quand je vais là-bas, la nuit, tu as l'impression que les gens traversent chez toi, tu vois, les motos passent à l'intérieur de ta maison, tu entends tout tellement le bruit, tu as l'impression que tu es dehors ou c'est eux qui sont à l'intérieur, tu vois. Et bon, avec ce moisine qui te réveille à 3h30, 4h du matin, tu vois, chaque jour, et c'est vrai que c'est quand même, c'est grave, dans le sens que vraiment, les gens qui écoutent ça, tu vois, bon, la prière, c'est 5 fois par jour, c'est la moisine 5 fois par jour, et surtout la nuit, tu vois, 3h, 4h du matin, des fois, quand je pars du Maroc, ils entendent plus le moisine, oh là là, quel calme, quelle tranquillité dans la tête, il dit, vive là-bas. Dans ces situations-là, malheureusement, la mosquée, il est à 50 ou 100 mètres de chez mes parents. Entendre ça une année ou deux, tu vois, c'est le lavage de cerveau, le bourrage. Je ne sais pas comment on peut dire, c'est pas, on te force, tu vois, à entendre, à pénétrer ton esprit, ta tête, ta pensée, tu vois, avec ces choses-là, et bon, c'est vrai, là-bas, les gens, bon, il y a cette culture, tu vois, qui les domine, qui pèse sur eux, et tout le monde parle avec ça, avec Allah et Mohamed, et la malédiction de la vie et de l'histoire, et c'est comme ça, et qu'est-ce que tu veux, et c'est Dieu, et c'est normal, et c'est naturel, et c'est comme ça, on n'y peut rien, tu vois, c'est vraiment... Et c'est ce que veut Dieu, ce qu'a voulu Dieu, et bon, et aussi ce qu'a voulu son représentant sur terre, qui est le roi. C'est vrai que la religion, c'est un obstacle à toute libération, tu vois. Ça ne laisse pas les gens réfléchir, tu vas remettre les choses en cause. Ils réfléchissent dans la religion, à l'intérieur de ces normes et de ces concepts et de sa pratique, tellement ils sont dedans qu'ils ne sont pas libres tu vois, de se remettre un peu en cause, de prendre un peu de recul sur leur vie, sur les causes mêmes de leur souffrance et de leur malheur. Et quand ils sont dans les difficultés ou les problèmes, pour lutter ou combattre ou essayer de trouver une solution, ils plongent dans cette idéologie un peu, à mon sens, un peu obscure. Au lieu d'affronter la réalité, d'affronter les problèmes, d'essayer de trouver une solution, ils vont à la prière et ils répètent c'est comme ça, c'est que tu veux, c'est Dieu qui a voulu ça, c'est ce qui fait que pour moi, c'est un obstacle à la libération de ces gens.
de sortir crier contre les malheurs et la souffrance et le manque de démocratie et de liberté, tu vois, ils vont dans les mosquées prier Dieu pour qu'il arrête ça. Ça, c'est vrai que c'est aussi pour moi, enfin bon, c'est quand même un facteur d'étouffement là-bas. Moi, je n'ai pas de croyance religieuse du tout. Pendant les 2 années que j'ai vécu au Maroc, le ramadan, je n'ai pas chez moi. Le mois de jeûne, tu vois, je ne sors pas parce que je fume et je ne peux pas fumer dehors, j'ai envie, je mange, tu ne peux pas manger dehors, tu ne peux pas. Le ramadan, pour moi, au Maroc, c'est la mort. C'est un mois mortel, comme on dit. Ce qui fait que, bon, j'ai passé 2 ramadans. Là, la dernière, j'ai passé 2 ramadans à Kenitra, au Maroc, avec mes enfants. C'est dur, très dur. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Tout ce que tu peux, c'est sortir, t'acheter ce que tu as acheté, ou que tu veux acheter, ou tu rentres. Tu peux pas. C'est vraiment un mois qui arrête la vie, tu vois, qui arrête même la communication avec les gens, les gens sont différents de ce qu'ils sont tout au long de l'année. Et bon, comme j'ai dit, moi, je fais pas le ramadan, ce qui fait que je peux pas être dehors tout le temps. Je suis obligé de me cacher pour fumer ou boire ou manger. On peut arrêter. On reprendra après. Comme tu veux. Oui. Tu vas te faire assassiner avec le ramadan, toi. Attends, je coupe, parce que sinon là, je vais vous faire chanter après, monsieur. Ça aussi c'est intéressant parce que tu m'as expliqué un jour, tu m'as dit, oh ben moi je m'en foutais, je rentre dans le train et je pars. Ça c'était intéressant. Oui, alors. C'était pas encore là. C'est bon. Oui, oui, c'était au moment où j'avais pas de papier du tout. J'avais pas ni de séjour, ni de passeport, ni rien du tout. Si j'avais ma carte séjour provisoire, si j'avais ça, mais j'avais pas de passeport. J'avais pas de passeport parce que j'ai, bon, pour des raisons. Alors je voyageais, des copains qui m'invitaient en Belgique, en Hollande. Ce qui fait l'aller, tu vois, très rarement, il y a des contrôles, tu vois, on ne contrôle pas l'aller. Ou des fois, je partais avec des amis en voiture, tu vois, on traversait les frontières, passer par des coins perdus, tu vois, taper le poteau de. Et au retour, je prends le train, tu vois, il y a le contrôle, vos papiers, monsieur, j'ai pas de papier, votre passeport, j'ai pas de passeport. Ben oui, je savais pas, tu vois, ce qui fait qu'il arrive à Paris, ils prennent mon nom, prénom, etc. Ils téléphonent au commissariat, la police qui vient, puis bon. Combien de fois, bon, j'ai été relâché vraiment par chance, tu vois. Alors il y a autre chose aussi, c'est que pendant ce qu'ils appellent les actes terroristes à Paris, tu vois, 83, 84, 85, au moment de Georges Ibrahim Abdallah. Voilà. Alors j'ai été interpellé 3 fois à Paris. Une fois à la gare de l'Est, une deuxième fois dans le métro et une troisième fois à la gare de Montparnasse. Les agents de police civile qui m'ont entouré, qui m'ont encerclé, m'ont demandé vos papiers, monsieur, ils étaient blêmes, pâles, ils avaient une peur pas possible. C'était juste après l'arrestation de. Mais, alors, bon, je regarde les papiers, bon, marocain, c'est pas libanais, bon,
tu vois, après ils se sont rendus compte que, bon, ils se rendent compte que j'ai rien à voir avec peut-être une relâche. Alors après, je me suis rendu compte qu'avec la ressemblance, j'avais comme une barbe un peu plus fournie, les cheveux et tout. Et ce qui fait 3 fois, j'étais interpellé, et, je t'assure, encerclé par. Là, quand même, il est en prison, vous l'avez arrêté, il est en prison. Et justement, alors là, j'ai reçu un coup de téléphone il y a quelques jours, il faut que j'aille le visiter. Il est dans une prison à côté de, même peut-être à Toulouse, voilà. Et je vais faire une demande, lui dire est-ce qu'il veut vraiment me l'accorder ou pas, parce que c'est pas. Je vais aller le voir parce que c'est un monsieur qui écrit maintenant sur un peu l'histoire du mouvement politique arabe et il a besoin tu vois, de quelques documents et aussi de discuter un peu sur le Maroc et l'histoire du mouvement politique marocain. Ce qui fait que je vais lui raconter ça, parce que j'ai jamais eu l'occasion d'aller le voir en prison. Je vais lui dire ça, que pendant au moment où il était lui arrêté, tu vois, que moi aussi j'ai été interpellé parce qu'il considérait que j'étais peut-être lui ou son frère ou. Alors voilà, ce qui fait que il y a eu un moment où j'étais sans papier. J'étais sans papier, moi aussi. Je voyageais sans papier, j'ai été arrêté plusieurs fois pour. Et une autre fois aussi, il y avait après l'attaque aérienne des Américains contre la Libye, il y avait une manifestation à Paris qui a été interdite. Et bon, il y avait la place de la Concorde, au lieu du départ de la manifestation. Et la police partout, les gens, ils dispersaient les gens. Dès qu'il y a un petit groupe ou 2 ou 3, ils dispersaient les gens. Ouais, j'arrive, bon, j'ai dit, bah, vous n'avez pas le droit, je suis là, j'ai le droit comme droit de circulation. Il dit, non, non, vous disparaissez, vous partez de là. Ben, j'ai dit, non, je ne veux pas. Ils m'ont arrêté. Ils m'ont arrêté au commissariat, tu vois, je ne sais pas de quel commissariat, ils ont sorti mon dossier, ah, bon, vous êtes ici, etc. Ben, c'est vraiment une intimidation, une menace. Alors là, j'ai fait une déclaration, j'ai dit, je veux, c'est parce que je me suis dit, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Et en particulier, arrivé là-bas, ils sortent mon dossier, ancien prisonnier, patati patata, exilé maintenant. Tu vois, comme si je devais observer les droits de réserve, tu vois, si j'avais le passeport d'exil à ce moment-là. J'ai fait une déclaration, je crois qu'ils ont regretté de m'avoir arrêté parce que j'ai dénoncé, j'ai dénoncé l'agression, l'agression militaire, les victimes qu'il y a eu, que bon, quel que soit cet État ou ce pays, c'est pas la violence et l'agression armée qui va résoudre quoi que ce soit, tu vois, c'est. Bon, ben, d'autres actes, bien sûr, j'ai fait aussi. T'avais pas, en fait, l'asile politique? J'ai eu l'asile, moi j'ai fait la demande en 83 ou 84, je crois. Je crois, oui. Oui, voilà, 83, 84. Au début, j'ai eu un passeport algérien, tu vois. Quand je suis sorti, il y avait des Algériens bon, bien sûr, par l'intermédiaire des camarades du Sahraoui, qui m'ont donné quand même le passeport algérien. C'est avec ça que j'ai pu avoir des papiers de séjour et tout. Alors, après la mort de Boumedienne, j'étais un peu. Tu vois, bon, la politique algérienne a commencé un tout petit peu à changer. Tu vois, bon, c'est quand même l'Algérie, son histoire et surtout, bon, avec Boumedienne, malgré le coup d'État, malgré les souffrances qu'il a fait subir à d'autres militants algériens, tu vois, bon, il avait quand même il avait